j'aimerais vous montrer un autre document afin de nous situer, ou on tente de situer la Chambre sur la question en tant que commandant responsable des opérations à Abidjan. Alors, j'appellerai la pièce 0044 0026. Would be tab 31, Your Honor. Onglet 31. Alors, encore une fois, je note et je vous ai demandé des explications tout à l'heure. Ici, évidemment, il s'agit d'un document de la gendarmerie. Je comprends que vous ne faisiez pas partie de la gendarmerie, mais on voit en référence NPU numéro 476, MA, CPCO, COND du 18 février 2011. Et je lis, juste pour pas pour l'avoir au dossier, mais pour nous situer dans ma question, dans le cadre renforcement dispositif de sécurisation dans la localité d'Abidjan, vous demande vouloir bien prendre mesures suivantes à compter du vendredi 18 février. Et là, on voit présentation du dispositif, les 5 zones, et on voit l'articulation spécifiquement pour la gendarmerie. Première question. Est-ce que la création, selon vous, des 5 zones en 2011, selon le document que nous voyons ici, est-ce que c'est ça qui a mené à c'est concomitant à la nomination de M. Deto-Leto comme responsable des opérations? Bien. Lorsque le chef d'état-major a pris la décision de faire cette articulation, il en informe les autres forces, première et deuxième catégorie. Donc ces forces-là ont été informées qu'il y a cette articulation et que le directeur de l'opération, c'est le général Deto. Maintenant, la situation qui prévalait a emmené le chef d'état-major à engager, selon les missions, les autres forces. Parce que le théâtre à Abidjan était, je dirais, un peu particulier. Il y avait des combats. Il y avait aussi de l'insécurité d'ordre public. Donc, à partir du document de base, les autres forces, comme ce document-là, la gendarmerie notamment, s'insèrent dans le dispositif. Donc, avant que la gendarmerie n'émette, le commandement supérieur de la gendarmerie n'émette ce message, déjà, en amont, le chef d'état-major avait déjà fait son articulation et nommé quelqu'un pour être le chef. D'accord. Nous reviendrons là-dessus plus tard. J'aimerais maintenant qu'on revienne en décembre. À votre connaissance, c'est-à-dire selon votre souvenir, pardon,
en décembre, participiez-vous toujours à des activités des forces terrestres en termes de meeting, cérémonie ou quoi que ce soit de ce genre? J'étais au CPCO. D'accord. Alors, permettez-moi d'appeler un vidéo et après, je vais vous demander de regarder. Nous allons faire aussi possiblement un arrêt sur image et je reviendrai avec des questions. Alors, j'appelle la pièce vidéo 00610564. Il s'agit d'un journal télévisé de la RTI de 20 heures du 9 décembre 2010. Et nous allons visionner de la minute approximative, évidemment, 19:28 à 22:35. Il y a également un transcrit 0100-0022 de la ligne 3 à 43. Et ce transcrit, si je ne me trompe pas, c'est soit le dernier ou l'avant-dernier sur notre liste. Le transcrit, Monsieur le Président, est aussi avec les interprètes. Alors, nous demanderions le plancher, si on veut, pour pouvoir visionner la vidéo. The prosecution has the floor. Vous avez la main. Évidence 2. La main. Appuyez sur la console, changez à Evidence 2. Un mot sur la sécurité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Il y a eu réunion aujourd'hui au commandement des forces terrestres. Le général de brigade d'Eteletto a réuni tous les chefs de corps des unités placées sous son commandement pour faire le point de la situation. D'abord, il les a félicités pour leur comportement en ces temps difficiles. Ensuite, il les a appelés à une vigilance accrue. Reportage, Alvar Assa. Après plus de 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, le général de brigade Firmin Eteletto, commandant les forces terrestres, a réuni ses hommes pour leur délivrer le message de la hiérarchie des forces en ces heures délicates pour la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous présents, les chefs de corps des unités placées sous le commandement direct du général de brigade Firmin Eteletto, pour écouter les recommandations et les conseils du commandant des forces terrestres. Qu'il me soit d'abord permis de vous féliciter. Vous féliciter pour le courage et la détermination que vous affichez depuis le début du processus électoral. Le deuxième point de mon intervention, qui découle directement du premier, c'est un appel à la vigilance, à la plus grande vigilance. Depuis quelques jours, je sais que chacun de nous reçoit de nombreuses informations. L'information qui, hélas, revient le plus souvent et que nous avons tous en commun, je le sais, c'est ce fameux recrutement qui serait en train de s'opérer dans nos rangs en vue de rallier telle ou telle cause politique. Vrai ou fausse, là n'est vraiment pas la question. Le plus important, c'est que nous soyons tous conscients du véritable danger que cela représente. Nous sommes militaires, nous sommes des agents de l'État de Côte d'Ivoire, avec pour mission de défendre l'intégrité du territoire et la vie de nos populations. La crise que vit en ce moment notre pays est politique. Et il faut laisser la politique là où elle se trouve, c'est-à-dire aux politiciens. Parce qu'il faut respecter les lois, même lorsqu'on les désapprouve. Parce que c'est sur les lois et à travers elles que reposent les fondements de la société humaine civilisée. Il est évident qu'il n'y a jamais d'issue militaire à ce type de conflit. Nous ne laissons pas acheter, détourner
ou distraire des véritables objectifs. Ce serait la chose la plus indigne de la tenue militaire. Les militaires présents ont pris bonne note de ces félicitations et de cette exhortation à la vigilance du comité afin de les relayer dans leurs unités respectives. Les activités ont... Nous allons revenir. Nous allons faire un arrêt sur l'image. Il faut attendre la traduction. Étiez-vous présent? J'étais au CPCO, donc il était difficilement pour moi d'être présent. C'est une activité du général commandant des forces terrestres, comme c'est vu dans le reportage, avec ses chefs de corps, ses chefs de bureau et le personnel des unités qui sont sous ses ordres. Si vous me permettez, Monsieur le Président, une petite seconde pour que je consulte mon collègue. Afin de clarifier et s'assurer que notre identification visuelle est fausse, bonne ou mauvaise, je vais vous montrer un arrêt sur image de la minute 21:54. Est-ce vous, avec le visage tourné vers la gauche? Visiblement, ce militaire en casquette avec le visage tourné vers la gauche à bord le galon de sous-officier, précisément de sergent. Très bien. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'essaie toujours de situer la date à laquelle vous vous êtes joint au CPCO. Aviez-vous déjà vu ces images avant aujourd'hui? Oui, je les ai vus lors de mon interrogatoire avec les agents de votre structure. Donc, les enquêteurs du bureau du procureur. Mais avant cela, les aviez-vous vus lorsque projetés à la RTI à l'époque? Je ne sais. Bon, ça ne m'a pas. Je ne fais pas de commentaire, hein, mais ça n'a pas un caractère particulier, donc ça n'a pas attiré forcément mon attention pour que je puisse m'en souvenir. Petite question. Avez-vous vu des chefs de corps ou lors de ce discours? Oui, j'en ai aperçu. Donc, vous n'y étiez pas. Et ça, on se situe le 9 décembre. Oui, je n'y étais pas, donc j'étais au CPCO. D'accord. Je vais maintenant appeler un document qui est déjà sur la liste des éléments soumis à la Chambre, mais juste pour une ou deux questions. La pièce, et donc on vous remet la main, Madame le greffier, 0071-0152.
Numéro 61. And back to evidence channel 1. Ce sera sur évidence 1. Vous voyez le document? Oui, je le vois. Il est intitulé « Réajustement dispositif de sécurité ». Donc, vous êtes au CPCO. Vous rappelez-vous avoir discuté de cet ordre qui émane du chef d'état-major au sein du CPCO, à savoir ce qui semble constituer un blocus à l'hôtel du Golfe? Bien. Il y a eu plusieurs ordres qui ont été émis de la part du chef d'état-major par rapport, comme se dit ici, l'objet, réajustement du dispositif. Donc il y en a eu plusieurs. Parce que la conduite des opérations, c'est ça aussi. Donc, pour tel message précis, me demander si je m'en rappelle ou si j'étais à la discussion, c'est un peu difficile pour moi. Mais ce que je peux dire, c'est que ça faisait partie de la conduite. Et la conduite, précisément, c'est le J3, comme je l'ai présenté tout à l'heure dans le travail un peu du CPCO. Donc, un réajustement, c'est le J3. Je ne suis pas étranger à cela, mais c'est le rôle du J3. Monsieur le Président. Maître Ndri. Maître Ndri? C'est le procureur qui a parlé de blocus. Le témoin n'a jamais encore employé ce mot depuis que nous sommes là. Et dans le document qui est produit ici, je ne retrouve pas ce mot. Juste faites cette observation. I think it's, Je pense que cette observation est en effet assez fondée. Monsieur le témoin, vous avez discuté précédemment de votre rôle. L'un de vos rôles était l'anticipation. Donc, y a-t-il eu une anticipation de limiter les accès à l'hôtel du Golfe lorsque vous étiez au CPCO qui a mené à l'émission de cet ordre? Comme je l'ai dit, hein, s'il y a eu une intention ou des actions qui ont été menées pour fermer ou limiter les accès au Golfe, j'avoue que je n'ai pas participé. Quand je dis participer, il y a forcément eu une réunion de travail, mais je n'ai pas participé à cela. Pas parce que ce n'était pas du ressort du CPCO, mais parce que en état-major, c'est, permettez-moi l'expression, c'est une grosse machine. Il y a plusieurs dossiers qui se gèrent. Et vous, en tant qu'officier traitant, ce que j'étais effectivement, plus précisément au J5, vous ne participez pas à tout. Pas dans le sens qu'on vous exclut, mais en ce sens que c'est une machine, il y a la répartition du travail, vous n'êtes pas au parfum de tout. Le seul qui est au parfum de tout, c'est le chef d'état-major.
à cette date, au moment de cette... on se situe au début, si on veut, de ce que moi j'ai appelé un blocus, de cette ordonnance de limiter l'accès à l'hôtel du Golfe. Le général Detoletto était-il responsable de la conduite des opérations sur le terrain? Le général Detoletto Firmin a commencé à être le responsable des opérations sur le terrain dès lors que le message du chef d'état-major annonçait la nouvelle articulation sécuritaire au sein d'Abidjan. D'accord. J'aimerais maintenant appeler la pièce CIV OTP 0071 0154. Le numéro 62 sur notre liste. Je vais parler en anglais. Your Honors, with your permission, maybe... Si vous me le permettez, il serait peut-être utile d'avoir une copie papier. C'est un document recto verso de 4 pages et je pense que le témoin bénéficierait énormément de travailler sur une copie papier. Le président est bien donné le au témoin, s'il vous plaît. Merci. Alors, monsieur le témoin, alors on voit bien la première page. SEMA /CPCO et c'est signé par le colonel Sacco. Donc, qui aurait préparé ce document selon vous? Ce document a été préparé et réalisé par le CPCO. Et en regardant ce document, qui l'aurait rédigé, qui l'aurait pondu, dans le fond? C'est un travail collégial. Ça s'appelle un ordre d'opération. Dans un ordre d'opération, il y a plusieurs rubriques. Donc, en fonction des cellules, chaque cellule apporte sa pierre à l'édifice. Donc, c'est un travail collégial sous la houlette du chef CPCO. Avez-vous participé? Monsieur, pardon. Maître Altit? Oui. La question précédente, il semble que le procureur a voulu faire authentifier le document et je crains que ce ne soit pas la bonne manière. Il aurait fallu poser la question et j'espère que ce sera possible la prochaine fois au témoin. Avez-vous déjà vu ce document? Si le témoin dit oui, alors il peut continuer. S'il dit non, il doit s'arrêter. Là, il y a eu tentative de faire authentifier sans avoir posé de questions préalables au témoin. Je n'ai pas vraiment vu les choses sous cet angle. Enfin, moi, je n'ai pas compris cela comme
une tentative d'authentification. Que ce soit dit clairement, parce que là, c'était un peu dans le flou. I don't think there's... Bien. Monsieur MacDonald, je ne pense pas. Le président, Monsieur MacDonald, qu'avez-vous à dire? Monsieur MacDonald, ce qui m'intéresse, c'est la teneur du document ainsi que sa forme. Le témoin travaille au CPCO. Et lorsque j'ai été interrompu, je lui posais une question simple. J'aimerais bien la poser d'ailleurs, si vous me le permettez. Frago 69. Oui, en tant qu'officier traitant au J5, j'ai travaillé avec les autres cellules du CPCO sur ce document. Je présume que ça... Please go ahead. Poursuivez, s'il vous plaît. C'est quoi un frago? Quelle est la signification de l'acronyme? Un frago, c'est un ordre en cours d'action. C'est-à-dire, vous avez le déclenchement d'une situation qui fait l'objet d'un ordre d'opération, qu'on abrège OPO, et au fur et à mesure que la situation évolue, il peut y avoir des changements. Soit changement de situation, accompagné parfois de changement de mission ou changement d'articulation. Donc le frago, il émane de l'ordre d'opération initial et vient expliquer les nouvelles dispositions à prendre par rapport au type de changement sur le terrain ou ce qui pourrait bien arriver. C'est le frago. Donc, en anticipation d'un meeting de M. Blégoudet à la place de la République, il y a un ordre qui a été émis du CPCO afin de protéger cette manifestation de la jeunesse patriotique. Oui, pour protéger la manifestation ponctuelle, mais dans le cadre de la sécurisation de la ville d'Abidjan. Car, à ce moment-là, et je lis à la page 2 et je me limite à cela, la menace est réelle dans la mesure où ce grand rassemblement pourrait faire l'objet d'infiltration d'assaillants aux fins de perpétrer des actes de subversion ou de sabotage pour discréditer les FDSCI et le pouvoir politique aux yeux de l'opinion internationale. Donc, ma question, c'est-à-dire, est la suivante. À votre connaissance, combien de démonstrations de l'autre côté durant cette période, soit des membres du RHDP ou de jeunes pro-Ouattara, pour lesquels vous avez émis un tel ordre pour les protéger? À votre connaissance, il y en a eu combien? Avec votre permission, j'aborderai la question autrement. Dans un état-major, précisément dans un CPCO, il y a la cellule J2 qui se charge du renseignement. C'est deux. Donc, il y a du renseignement qui est recueilli. Il y a différentes cellules de renseignement en dehors du CPCO qui ont pour but aussi de renseigner le chef d'état-major. Donc, s'appuyant sur ça,
il précise dans l'ordre d'opération l'estimation de la menace. Et maintenant, le CPCO fait le travail intellectuel pour sortir un ordre. Donc, le nombre, je vous ai dit, d'incidents. Ma question était la suivante. À votre connaissance, combien d'ordres ont-ils été émis depuis le chef d'état-major et son CPCO afin d'utiliser le système, c'est-à-dire les FDS, afin de protéger une manifestation pro-Ouattara durant cette période, entre le 28 novembre 2010 et le 11 avril 2011. Donc, je reviens encore pour dire que toute manifestation de ce genre fait l'objet d'une procédure que je ne maîtrise pas, parce que je suis un peu loin de ça. Mais s'il y a une manifestation qui fait l'objet d'une sécurisation, comme c'est précisé dans le document, le CPCO se mettra au travail. Maintenant, moi, individu, officier traitant, de vous répondre et en vous disant s'il y a eu des ordres par rapport à des manifestations d'autres personnes, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que quand il y avait une manifestation, selon les renseignements, qui peut faire l'objet de l'aggravation de l'insécurité, le chef nous demande de prendre un ordre de sécurisation. Très bien. Savez-vous si cette démonstration a eu lieu, a bel et bien eu lieu à la date indiquée ou a-t-elle été déplacée à un autre lieu? Je pense que ça a eu lieu. Parce que bon, c'est un peu lointain des manifestations. Il y en a eu plusieurs de cette communauté de jeunes. Donc je ne saurais dire si ça a été réalisé ou reporté. Très bien. Déplaçons-nous maintenant au 11 janvier 2011. Et à cette date, et afin de nous situer et vous situer, je vais référer à un document si vous me permettez une petite seconde. Si nous pouvions appeler la pièce 0045 1429 et avant de, si on pouvait appeler la page 1431, s'il vous plaît. Il s'agit du numéro 48 sur notre liste. Alors, évidemment, il s'agit d'un document de la Police nationale, CRS, comme on peut voir, daté du 13 janvier 2011.
Mais, et pour être franc, je comprends que vous avez déjà vu ce document lors de votre entretien avec le bureau du procureur. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la confirmation de certaines informations au sujet de cette opération de sécurisation à Bobo PK-18 le 11 janvier. Qu'en savez-vous? Bien. Selon les renseignements, à Bobo PK-18, principalement aux alentours du Grand Carrefour, d'un rayon de moins 1 kilomètre, les renseignements ont fait état de positions occupées. Excusez-moi, j'utiliserai les termes de mon jargon, c'est-à-dire les termes tactiques. Donc PK-18 était une position occupée, était une position tenue. Et les renseignements faisaient état de cache d'armes, de personnel correctement armé. Donc en un mot, l'ennemi était largement présent. Alors, cette opération qui a été menée était une opération de police en vue de dénicher ces dites caches d'armes ou éventuellement des combattants. Alors l'opération a été pensée par le CPCO après une reconnaissance, infiltration, reconnaissance de personnes en civil pour au moins voir l'étendue de la zone. Ensuite, a été décidée une opération de bouclage, qui est une opération de police. Il s'agissait, d'une part, de permettre aux forces de deuxième et troisième catégorie, j'entends par là la gendarmerie et la police, de pouvoir réaliser des fouilles dans la zone. Et d'autre part, être sécurisé par les forces de première catégorie, c'est-à-dire l'armée. Et c'est ce qui a été fait. Donc, pour me résumer, la zone est bouclée par les militaires pour permettre aux gendarmes et aux policiers d'effectuer cette action de police. Donc, vous utilisez le terme bouclé et dans votre entretien, vous utilisez le terme opération de bouclage. C'est quoi ça, une opération de bouclage? En fait, une opération de bouclage, il y a deux phases qui se réalisent concomitamment. Il y a les forces militaires qui bouclent, c'est-à-dire qui maîtrisent le périmètre, pour permettre aux forces de deuxième et troisième catégorie d'effectuer l'action proprement dite qu'est la fouille. Donc, ils sont mieux outillés pour réaliser ce genre d'opération qu'on appelle, je crois, perquisition. Et ce sont des perquisitions dans quels endroits? Dans la zone décrite, mais là, bon, j'ai dit le carrefour de PK-18 et ses alentours d'un rayon minimum d'1 kilomètre. Mais à l'intérieur du périmètre, je comprends qu'à l'intérieur du périmètre qui est bouclé, vous dites on fait des perquisitions, mais quels lieux sont perquisitionnés? Bien. Je vous ai dit qu'il y a eu du renseignement. Sans cela,
aucune action ne peut se réaliser. Mais là, il faudrait peut-être, malheureusement, le J2 n'est pas là. Mais sinon, les gendarmes et les policiers, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, ils ont le flair. Ils sont dans une zone, on leur a dit qu'il y a des armes, qu'il y a une telle situation. Monsieur le témoin, la question est... Concrètement, vos pratiques, quels sont les lieux physiques qui devaient être perquisitionnés? Je ne les ai pas. Vous rappelez-vous avoir été questionné sur le sujet lors de votre entretien avec le bureau du procureur? Oui, je me souviens. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit, justement, à savoir quel lieu physique devait être perquisitionné? Je pense que j'ai parlé de la zone. Le jugez-vous utile que je vous rafraîchisse la mémoire? J'aimerais. Très bien. Alors, pour ce faire, je réfère à la pièce, le transcrit plus précis d'entretien 0083 1022 des lignes 41 à 48. Et je vais citer. Je ne sais pas, on va peut-être même afficher pour que vous puissiez voir vous-même. Je vais en profiter pour prendre le transcrit. Alors donc, transcrit qui se termine par la première page 10-22, ligne 41 et suivante. Je dirais même la fin de la ligne 42, et je cite, ouvrez les guillemets, parce que l'opération qui devait être faite, c'était un bouclage. Bouclage, ça veut dire quoi? C'est une opération de police, en fait. Bouclage, on encercle et la police et la gendarmerie pénètrent dans les maisons et tout pour faire une fouille. C'était ça, l'opération. Donc, nous, on était chargés de planifier cette opération. Fermez les guillemets. Vous rappelez, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui. Était-ce cela l'objet de l'opération le 11 janvier 2011? Le 11 janvier 2011 était prévue une opération de bouclage pour objectif de fouiller une zone où, selon les renseignements, se trouvaient des armes et des combattants. Qui étaient ces combattants dans cette zone?
Je ne pouvais pas et je ne peux même pas jusqu'à ce jour donner un nom. Par contre, nous employons le terme ennemi. C'est de savoir, comme on dit, la NVA, la nature, le volume, l'attitude et la position de l'ennemi. Mais à notre niveau, son nom m'a été toujours inconnu. Je veux dire, au niveau où nous nous trouvons. Ceux qui vont faire le bouclage, on essaie, selon les renseignements, de leur définir une NVA. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de voir? Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer? Et les renseignements faisaient état, je n'ai pas les détails parce que ça fait des années, mais on recherchait des armes et des combattants. Je veux revenir sur une distinction, et je crois que vous avez dit tout à l'heure, point à tenir, ou tenir, vous avez utilisé ce mot. Expliquez-nous, c'est quoi ça? Oui, j'ai employé ce mot pour dire que l'ennemi, comme on le dit au combat, celui qui est en face de vous, qui vous tire là-dessus et vous réagissez de la même façon, s'appelle ennemi. Donc permettez que j'utilise ce langage. L'ennemi était installé. En d'autres termes, en mission tactique, on dit tenir. Donc ça veut dire qu'il était installé. Installé veut dire qu'il vivait là, avec sa logistique, avec ses moyens de guerre. C'est les renseignements qui faisaient état de cela. Donc, c'était une opération. Je vais retirer ma question, pardon. Donc, un point à tenir, c'est lorsque l'ennemi tient ce point. Oui, c'est cela. Et un point tenu, savez-vous c'est quoi? Un point à tenir, un point tenu. Un point tenu, tactiquement parlant, c'est un point ou une zone que l'ennemi contrôle. OK. J'aimerais juste qu'on confirme une chose dans ce document. Donc, vous dites que le CPCO a planifié l'opération? Oui. Qu'il s'agit d'une opération qui n'est pas militaire? C'était une opération de police. Et nous avons ici information qu'il y a eu un rassemblement à 3 heures du matin sous vos ordres. Est-ce que vous confirmez cela? L'opération de bouclage a été planifiée par le CPCO avec des reconnaissances, avec des réunions où étaient présentes les différentes autorités des différents détachements concernés pour qu'ils soient briefés, notamment sur les effectifs à mettre à disposition pour l'opération. Une opération de bouclage de ce genre, selon nos principes, cela se fait au petit matin pour permettre
à l'action proprement dite de police de contrôler tous ceux qui sont susceptibles d'être contrôlés. Donc le rassemblement va se faire, bien évidemment, très tôt. Maintenant, le rassemblement sous mon commandement, ce n'est pas en ces termes. C'est le CPCO qui rassemble toutes les forces concernées et à partir de là, les forces se déploient. À votre connaissance, à cette date, pour cette opération, le général Deto Leto était-il le commandant de l'opération? L'opération précise a eu un chef qui était un colonel de gendarmerie. Très bien. Le rapport, et c'est déjà en preuve devant la Chambre, lors de cette opération de bouclage, il y a eu perte de 2 hommes au sein des forces de défense et de sécurité et également quelques blessés. Monsieur le témoin, lors d'un Conseil des ministres, dans les jours qui ont suivi, on utilise l'expression « coup de poing » et je peux appeler le document, s'il vous plaît, qui est le 0025 0897. Il s'agit du numéro 21, pardon, sur la liste. Et si on pouvait appeler la page numéro... Non, la première page. La page, donc, 0897. C'est juste pour comprendre la terminologie. Vous utilisez l'expression bouclage. Ici, on utilise l'expression coup de poing. Je ne demande pas la signification d'une opération coup de poing en 1990, ce que ça pouvait signifier en Côte d'Ivoire. OK? Je vous demande en 2011, un 12 janvier, à votre connaissance, connaissez-vous cette expression-là, coup de poing? Je dirais, c'est à prendre en compte. Il y a 3 niveaux, sinon 4 niveaux de réflexion et d'action. Donc à chaque niveau, ces termes. Il y a le niveau politique, le niveau stratégique, opératif et tactique. Moi, personnellement, en tant qu'officier traitant, je me situe au niveau tactique, voire opératif. Donc, un comité ministériel, c'est un niveau politique qui frôle un peu le stratégique. Alors, les termes qui sont employés là-bas me sont étrangers. D'accord. J'aimerais maintenant appeler la pièce 0045 0359. Il s'agit d'une pièce du 12 janvier 2011.
titre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question de terminologie concernant l'échange qui vient d'avoir lieu. Il a été question de Conseil des ministres, alors qu'il s'agit d'un Conseil de gouvernement, et les deux choses sont tout à fait différentes. Et donc pour les besoins de l'enregistrement, je veux le faire remarquer. Et il sera utile probablement la prochaine fois de bien distinguer entre ces deux événements différents, Conseil de gouvernement d'une part, Conseil des ministres d'autre part. My mistake, Your Honor. My mistake. Monsieur MacDonald, autant pour moi, Monsieur le Président. Le Président, Maître Hendry. Le Président, profite en même temps pour une correction. À la page 50, ligne 27, coup de poing, la transcription anglaise, page 52, ligne 12, est traduit comme un coup d'État. In English, it's coup de poing. Le Président en anglais, ça dit coup de poing. Ah, translated as crackdown. Ah, vous voulez dire que ça a été traduit par le mot anglais crackdown. Well, Operation Fist, Iron Fist. L'opération point, coup de poing et point de fer. Le Président, nous allons nous occuper de cela. Merci. Excusez-moi, juste pour une question de... Qui était le colonel, de la gendarmerie qui était le commandant chargé des opérations cette journée-là, du 11 janvier 2011, toujours? C'était le lieutenant-colonel Goué Léopold. Merci. Donc, nous savons, Monsieur le témoin, que, donc, comme je vous l'ai mentionné, il y a eu perte en vie humaine au sein des FDS, ainsi que des blessés lors de cette opération. Est-ce que et donc je réfère au document 0045-0359. Ici, il est indiqué que le 12 janvier, il y a un débriefing par le colonel Sacco, qui est le chef, ici c'est indiqué chef des opérations au CPCO. Et que le colonel Sacco réfère à Abobo comme étant désormais déclaré zone de guerre. Avez-vous eu de telles discussions au sein du CPCO suite à cette opération-là? Suite aux événements sur le terrain, qu'Abobo était déclaré zone de guerre? D'abord, un territoire ou une partie d'un territoire qui fait l'objet de ce type de déclaration de statut relève de la plus haute autorité politique. Un CPCO, même chef d'état-major, n'est pas habilité à décréter une zone de guerre. Par contre, je reconnais que les termes peuvent être galvaudés ou utilisés ça et là. Mais l'esprit, je vous ramène encore au niveau tactique opératif. Abobo était une zone de combat. Alors la zone de combat peut être considérée zone de combat, une zone
où vos troupes régulières sont en mission de bouclage, par exemple, se font attaquer, vous subissez des pertes, ça devient automatiquement, quand c'est répété, parce que c'était répété, une zone de combat. Maintenant, la déclaration que Kabobo était une zone de guerre, là-dessus, je ne peux rien dire. Pourquoi? Parce que c'était pas de mon niveau. Quelle autorité peut déclarer à Bobo une zone de guerre? L'autorité politique. Qui? Objection, monsieur. On peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Le président, attendez. Witness to go out of the courtroom. Monsieur MacDonald, nous aimerions que le témoin puisse sortir du prétoire. Le président, quelle est l'objection? Your Honors. Monsieur MacDonald, messieurs les juges, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est un militaire au CPCO. Il s'y connaît également bien dans le droit international, humain international. Il dit même avoir été instructeur et de ce fait, le président interrompant. La question, monsieur le témoin. Pouvez-vous donner une réponse à la question qui vous a été posée par le bureau du procureur? Monsieur le Président, ce que je peux dire, la déclaration d'une zone de guerre émane de l'autorité politique. Mais je reconnais que le terme a pu être galvaudé ça et là. Mais maintenant que nous prenons du recul, nous pouvons nous expliquer. À Bobo, pour nous, au niveau tactique opératif, était considéré comme une zone de combat. Parce que les ingrédients étaient réunis pour considérer cette zone comme zone de combat. Le président, maintenant lorsque vous dites nous prenons une certaine distance, vous voulez parler de distance temporelle? Oui, puisque... Okay. Bien, dit le président. Monsieur le procureur? Monsieur le témoin, je sais que ce n'est pas nécessairement facile de se retrouver ici comme témoin. Vous avez un chef d'état-major, il y a également un commandant suprême des armées. Est-ce de cette autorité politique dont vous faites référence? Je l'ai dit tout à l'heure. Décréter une zone de guerre n'émane pas d'une autorité militaire. La plus haute autorité militaire, c'est le chef d'état-major des armées. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas une déclaration formelle. Je dis bien à ma connaissance. Maintenant, selon mes connaissances, livresques, une zone de guerre est dite, ou bien, oui, est précisée par l'autorité politique, non pas par l'autorité militaire. Maintenant, j'essaie respectueusement... Je m'excuse de vous interrompre. J'essaie de comprendre, mais c'est qui l'autorité? Quelle autorité politique? Laquelle? À qui faites-vous référence? Je suis là en tant qu'officier d'état-major. Pour moi, l'autorité politique, c'est un niveau.
et qui est au-dessus du niveau militaire, qui renferme les niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Maintenant, pour moi, en tant qu'officier, le niveau politique, on risque de me le répéter, c'est un niveau. Maintenant, quelle autorité au niveau politique qui décide cela? Ou quel est le mécanisme qui emmène à décider cela? Ça m'est un peu étranger. Nous allons avancer. On pourra y revenir s'il le faut. J'aimerais maintenant appeler la pièce 0071 0407, qui est une suite au Frago 69 que nous avons vu précédemment. Et il s'agit du numéro 64 sur notre liste. Et si ceci peut aider, Monsieur le Président, car le document recto verso fait 7 pages, j'en ai une copie vierge que je peux remettre aux témoins. Yes, please. Le Président, oui, s'il vous plaît. Yes, please go. Le Président, oui. Veuillez poursuivre. Monsieur le témoin, pardon. Ça veut dire quoi, ça, exploitation Frago 69? L'exploitation, quand un message est adressé, un document, c'est de le parcourir et puis de prendre les éléments qui vous concernent pour les mettre en exécution. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Oui, je l'ai déjà vu. Avez-vous participé à sa rédaction?
en tant qu'officier traitant au J5, de façon collégiale, j'ai participé à ce travail. Nous avons vu, Monsieur le témoin, que précédemment, qu'à la fin donc décembre, il y a un Frago 69. Et là, ici, tout d'un coup, on se retrouve le 18 janvier et on parle de l'exploitation du Frago 69. Êtes-vous à même d'expliquer? Je l'avais dit, en fait, il y a l'ordre initial d'une opération ou d'une situation et les fragos se succèdent en prenant en compte les changements majeurs. Si un Frago 69 ou le Frago X est répété ou est demandé aux gens de l'exploiter des jours après, c'est parce que sûrement la situation est inchangée ou en d'autres termes, il n'y a pas eu de nouveau. Donc c'est à titre de rappel qu'on vous dit exploitation du Frago X. C'est que le commandement a dû remarquer que peut-être tout n'est pas mis en œuvre selon ses ordres. Voilà, par exemple. Et j'aimerais qu'on se dirige directement, c'est-à-dire plus spécifiquement, à la page 0412, au point 3G. Vous avez la page, Monsieur le témoin, et elle est également affichée à l'écran pour votre bénéfice. Alors, La greffière d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique. Monsieur le Président, merci. Monsieur MacDonald.
Alors, tout simplement pour clarifier que si on retourne toujours à la page 0412, que selon le document, donc, il y a eu un rassemblement le 12 janvier 2011 à 14 heures sur la place d'armes de l'état-major. Étiez-vous présent? Je ne me souviens pas, tout simplement parce que la position du CPCO, quand le CPCO a sorti un ordre, maintenant comme le CPO à l'état-major, qui est un peu géographiquement au centre, au plateau, il était tout à fait indiqué que pour chaque déplacement de troupes, surtout que les détachements étaient composites, c'est-à-dire vous avez plusieurs entités, donc les rassemblements se faisaient à l'état-major. Ça, c'était les actions bénignes, c'est-à-dire c'était dans le processus. Donc, en tant qu'officier du CPCO, que je sois à ce rassemblement ou pas, je ne m'en souviens pas parce que ce n'était pas une action spécifique CPCO. Il s'agissait les troupes qui ont été nommées en volume et en matériel dans l'ordre d'opération rejoignent l'état-major pour aller exécuter leur mission. Donc, quand ils arrivent à l'état-major pour le rassemblement, c'est pour prendre soit les dernières consignes, pour faire le regroupement et partir. Donc, il y a eu ça plusieurs fois. Donc, je ne peux pas dire si j'étais à tel ou tel rassemblement. Très bien. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais maintenant présenter la vidéo qui a fait l'objet de mon courriel ce matin. Je vais citer 0074-0082. Nous allons présenter de la minute 13:29 à 17:54. Il s'agit du journal télévisé de la RTI de 20 heures du 23 février 2011 et le transcrit que j'ai fait parvenir au courriel, car nous devons toujours demander ce transcrit, mais nous en avions une version maison. Alors voilà, si on pouvait présenter et nous donner la main. Et il faut peser sur Evidence 2. The prosecution has the floor. La greffière dénonce l'accusation à la main. On parle encore de la crise qui continue d'enregistrer des morts et des blessés. Dans la commune d'Abobo, hier mardi, on a encore compté des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Et nous écoutons à ce sujet le porte-parole des forces de défense et de sécurité qui nous explique ce qui s'est passé. Dans l'après-midi du mardi 22 février 2011, aux environs de 17h30, un détachement du SECOS en poste d'observation au carrefour Ndotré a été approché par un requérant à moto. Monsieur McDonald, vous ne recevez pas la traduction? Le président, non. Monsieur McDonald, nous allons reprendre dès le début. Le président, les interprètes ne trouvent pas la transcription de votre courriel. Monsieur McDonald, je vais laisser M. Espino s'occuper de cela. The email was sent this morning to the interpreters and I just... Greffier d'audience, le courriel a été envoyé ce matin aux interprètes et je viens de le leur renvoyer.
Can we go? Le président, est-ce qu'on peut y aller? Bien. Donc, nous pouvons reprendre. De sauver réellement ce peuple qui ne connaît pas la... Des forces de défense et de sécurité. On parle encore de la crise qui continue d'enregistrer des morts et des blessés. Dans la commune d'Abobo, hier mardi, on a encore compté des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Et nous écoutons à ce sujet le porte-parole des forces de défense et de sécurité qui nous explique ce qui s'est passé. Dans l'après-midi du mardi 22 février 2011, aux environs de 17h30, un détachement du SECOS en poste d'observation au carrefour Ndotré a été approché par un requérant à moto, faisant savoir à ce détachement des forces de défense et de sécurité que 2 gendarmes auraient été pris en otage par des rebelles au niveau du carrefour Agripac à Abobo PK18. Sans hésiter, et avec la détermination habituelle qui les caractérise, une dizaine d'éléments du SECOS, à bord de 3 véhicules de type 4x4, s'engagent à aller porter secours à leurs frères d'armes. C'est chemin faisant que le détachement est accueilli de façon perfide dans un guet-apens par un groupe de plus d'une 50aine de rebelles, dotés d'armes de guerre et d'armes lourdes de toutes sortes. Pris sous un déluge de feu, les éléments ripostent courageusement et un combat s'engage pendant une trentaine de minutes environ. Les éléments des forces de défense et de sécurité arrivent à se soustraire des feux ennemis, excepté un véhicule qui, dans sa manœuvre, fait une chute dans un ravin. Le bilan à la suite de ces affrontements s'établit comme suit. Côté forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, 1 mort, 2 éléments faisant partie de l'équipage du véhicule tombé dans le ravin sont portés disparus. 7 blessés par balle évacués dans les centres de santé. Également, la perte d'un véhicule du SECOS, le numéro 06, tombé aux mains des rebelles après sa chute dans le ravin. Côté rebelle, 7 ont été tués. À la lumière de ces événements, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent toutes les populations ivoiriennes, principalement celles des communes du district d'Abidjan, à intensifier leur collaboration avec les patrouilles militaires de sécurisation aux fins de leur permettre de mener des actions encore plus efficaces dans cette lutte engagée contre cette espèce de guérilla urbaine qui ne trouve son salut jusqu'ici que dans la perfidie. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et de sûreté, le général de corps d'armée, Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, informe tous les usagers des voies d'eau que le trafic lagunaire Mputo Akromiabla, Mputo Marcory sans fil et Blocos Anoumambo est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, aucune embarcation n'est autorisée à effectuer des mouvements sur ces lignes pendant la période de suspension. Des patrouilles sont effectuées par la police maritime de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires en vue du respect scrupuleux de cette mesure qui prend effet à compter de ce jour, mercredi 23 février 2011. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Faite à Abidjan le mercredi 23 février 2011. C'était la déclaration des forces de défense et de sécurité suite aux événements.
Thank you. Le président, merci. Monsieur MacDonald. My sound. Monsieur MacDonald, il me semble que le son ne fonctionnait plus. Vous avez vu cette vidéo? Oui, je l'ai déjà vu. Quand? À l'époque ou via les enquêteurs? Via les enquêteurs, plus précisément. L'aviez-vous vu l'aviez-vous vu à l'époque? Bon, j'avais dit aux enquêteurs que je ne l'avais pas vu. Êtes-vous au courant de cette opération qui a eu lieu donc le 22 février, où il y a eu des incidents qui sont décrits par le porte-parole des FDS? Oui, c'est des informations qui sont remontées au CPCO. Le bilan a été remonté et ça constituait la deuxième opération dans cette zone que nous avions décrite tout à l'heure. Alors justement, la première opération était l'opération de bouclage, celle du 11 janvier, et celle-ci, pour vous, est la deuxième opération. C'est cela? Oui. Dans cette zone. Après la pause, avec la permission de la Chambre, si on fait la pause maintenant, nous reviendrons sur la troisième opération qui a eu lieu dans cette zone. Le président, M. Altit. Demander au procureur jusqu'à quand il compte interroger le témoin de manière à pouvoir nous préparer. Le président. Pas plus tard que la fin de la journée. Écoutez, je crois qu'on avance bien en ce moment. Je crois avoir terminé cet après-midi certainement. Je ne dépasse pas les 4 heures. Je ne le souhaite pas. Maintenant, est-ce qu'il va rester 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure? Je ne peux le prévoir en ce moment. Go tomorrow. Mais je crois que c'est ce que... Le président, vous passerez demain, Maître Altit. Case, you go tomorrow. Le président, en tout état de cause, vous passerez demain. Bien, merci beaucoup. Nous pouvons maintenant faire la pause déjeuner. Nous avons une pause de 1h30 pour le déjeuner, puis nous reviendrons à 14h30. La séance est suspendue.